ministre tout de suite dans un entretien que j'ai eu avec elle, que c'est un domaine où il faut une volonté politique ferme, exactement comme on le fait chez nous pour les questions de sécurité. Vous savez que le Mali a été entretenu pendant 10 ans dans un brouillard qu'on appelait lutte contre le terrorisme. Au bout de 10 ans, nous avons bien analysé, on s'est rendu compte qu'en vérité, au lieu de lutter contre le terrorisme, il y avait une stratégie de propagation du terrorisme en Afrique, au sud du Sahara surtout. Parce que personne ne comprenait ce qui se passe chez nous, en tout cas quelqu'un qui regarde de l'extérieur. Vous avez 50 000 forces armées sur le territoire malien. Au même moment, le terrorisme qui était confiné à l'extrême nord du Mali s'est étendu sur 80% du territoire. C'est étendu au Burkina Faso. Il n'y avait pas de terrorisme au début. D'ailleurs, c'est là-bas que les négociations se faisaient avec les rebelles. C'est étendu au Niger, a fait des incursions dans les pays du Golfe, Côte d'Ivoire, avec l'attentat de Grand Bassam, Bénin, Togo. Donc on a fait une simple lecture logique. Alors que dans les déclarations officielles de nos partenaires, notamment celui qu'on considère comme le partenaire stratégique, le président de la France, il s'appelait François Hollande. Lorsque l'intervention militaire a eu lieu au Mali, il a dit clairement qu'ils viennent viser 3 objectifs. Premier, détruire le terrorisme. Deuxième, aider l'État à asseoir son autorité sur l'ensemble du territoire. Troisièmement, travailler à la réalisation et à l'exécution et à la mise en œuvre des résolutions des Nations Unies. C'est ça la déclaration officielle. Concernant la destruction du terrorisme, je viens de vous expliquer, le terrorisme est allé de l'extrême nord du Mali, à prendre les 80% du territoire, à prendre 2 pays voisins, à s'étendre sur les autres pays africains. Ça veut dire que le premier discours, le premier point, là, c'était du faux, on nous a vendu du mensonge. Deuxième chose, imposer l'autorité de l'État malien sur l'ensemble du territoire. C'est l'armée française, le gouvernement français qui a interdit à l'armée malienne de rentrer dans la ville de Kidal, qui est une ville malienne, où chaque année, les mouvements séparatistes organisent et célèbrent la fête dite de l'indépendance, le 6 avril. À ces fêtes-là participent des officiels de l'aménagement et autres, des militaires, des défilés d'armes dans le même pays. Donc ça veut dire que la deuxième déclaration aussi est fausse. Ils sont venus pour diviser le Mali, au lieu de faire asseoir l'autorité du Mali sur l'ensemble du territoire. L'actuel président à transition, le chef de l'État du Mali, faisait partie des équipes auxquelles on a barré la route à l'entrée de Kidal en 2013. Deuxième mensonge qui a été vendu dans un bon emballage. Troisième mensonge, les résolutions des Nations Unies. J'ai dit à cette moi, je les connais pratiquement par cœur, je les ai bien étudiées. Elles changent d'année à autre, d'une résolution à une autre, exactement comme vous changez vos avis quand ils sont sales. Troisième mensonge. C'est ce qui m'a fait dire à une délégation de l'ONU qui était ici que ce qui se passe au Mali et en Afrique en général
C'est la tradition d'un dicton Bambara qui dit que le mensonge qui parle a toujours raison de la vérité qui se tait. Donc le mensonge s'est imposé à l'esprit des Africains à coup de déclarations pendant 10 ans. On a mis plusieurs forces, MINUSMA, le G5 Sahel, Takuba, des formations ECAP, EITM. Quand l'armée demande des armes, on dit non, l'Union européenne ne donne pas des armes létales. Nous sommes venus pour les formations. L'État malien ne pouvait même pas acheter des simples lunettes à vision nocturne. Il ne peut pas acheter d'hélicoptères. Il ne peut pas acheter des avions de combat. Il ne peut même pas acheter des avions de transport. Donc quand les soldats mouraient, on faisait des fosses communes, on les enterrait et puis on continue. Et on travaille les cerveaux des Maliens. Qu'un militaire, c'est comme un citoyen de seconde zone. Il ne réfléchit pas. On cultive chez les gens la phobie des militaires. Comme si c'est des citoyens à part. Et on met dans la tête des gens, un pays ne peut pas être dirigé par un militaire. Or, pour diriger un pays, ce n'est pas histoire de militaire ou civil, il faut aimer son pays, c'est tout. Et souvent, dans les débats, je me plais à rappeler que ceux qui nous disent ça, les Européens de l'Ouest, quand vous regardez, les deux hommes les plus célèbres dans l'histoire de France, c'est Napoléon et De Gaulle, c'est des militaires. Quand l'Angleterre était tombée en 1940, c'est Churchill qui est venu, c'était un militaire. Vous avez en ce temps le Premier ministre anglais. Ce que je vous répète là, il y en a qui ont entendu dans mes discours là. Mais je vous le dis pour que vous compreniez, parce que tout le monde ne regarde pas ces discours là. Le Premier ministre anglais qui était en même temps ministre des Affaires étrangères, il s'appelait Chamberlain. Il allait signer un pacte de paix avec l'Allemagne en 1940. Quand il est revenu, toute la population anglaise est sortie pour l'accueillir, y compris la reine. Il y a une seule personne qui leur a dit attention. Il a été signé cet accord que je considère que c'est un accord de capitulation, un accord de la honte, pour éviter la guerre. Il dit à la fin, vous aurez la guerre et la honte. Donc lorsque l'Allemagne a attaqué l'Angleterre en 1941, la reine s'est résolue à aller chercher ce monsieur-là, que personne n'écoutait il y a 1 an. Il a fait de lui Premier ministre. C'est lui qui a conduit l'Angleterre jusqu'à la victoire. C'était un militaire. Et je peux continuer. Même les États-Unis, quand ils sont sortis de la Seconde Guerre mondiale, où il y avait beaucoup d'incertitudes, on a fait appel à un militaire, Eisenhower, pour diriger. Mais chez nous, on cultive cet esprit-là, que les militaires ne peuvent pas être à la tête d'un pays. Je me suis toujours inscrit en faux. Pour être à la tête de son pays, il faut l'aimer. Que vous soyez militaire ou civil. Avoir l'intelligence, une bonne lecture des situations historiques, des enjeux géopolitiques et géostratégiques, et suivre une ligne donnée. Là-dessus, les gens peuvent ne pas avoir les mêmes points de vue. Mais c'est les conditions pour tenir. Si vous regardez même en Afrique, tous les pays où il y a eu les changements de régime, c'est à cause des problèmes d'insécurité. Au Mali, le président ne s'est pas levé comme ça pour venir au pouvoir. Il y a eu 4 mois de manifestations contre le régime. Au Burkina, ils ne se sont pas levés comme ça. Là-bas, d'ailleurs, c'est au Burkina, il y avait un président qui était en mission, qui pensait que c'est en négociant avec... C'était devenu le lieu de négociation des rebelles, parce qu'il pensait que ça lui permet de garantir son pouvoir. Mais quand ils ont fini, ils l'ont jeté.
Au Niger, c'était la même chose. Donc, en Guinée, c'est la même chose. Aucun président ne s'est levé comme ça pour venir. C'est l'insécurité et la mauvaise gestion. La seule chose, c'est que l'armée s'est trouvée un des corps les plus organisés pour arrêter la dérive. C'est la seule explication. Ces militaires-là pouvaient prendre un civil et le mettre. Il allait être un civil. Mais comme c'est eux qui ont pris les risques, ils ont préféré eux-mêmes garder l'affaire pour qu'on ne perde pas la direction. Mais on est venu mettre dans la tête des gens, les généraux, ils ne peuvent pas, ils ne sont rien. Et c'est devenu une ancienne conchante pour nous tromper. Alors que quand il y a un civil, c'est les mêmes qui vont pousser des militaires pour lui la lever. Vous avez récemment, il y a d'ailleurs pour l'histoire, il y a un officier français, un haut responsable, qui a parlé devant une institution. Il dit que ce qui est arrivé au Mali, au Burkina et au Niger, c'est parce que depuis quelque temps, ils n'invitent pas les militaires dans leurs académies. Et sciences tenantes, ils ont donné 40 bourses pour la formation des militaires africains dans leurs grandes écoles, dont 4 pays d'Afrique de l'Ouest, que je ne vais pas citer pour des raisons diplomatiques, et un pays d'Afrique de l'Est, 10-10-10. Mais en réalité, ces militaires les forment. Ils les envoient. C'est pour faire des pressions sur les gouvernements, sur les peuples. Parce que celui qui est au pouvoir, quand il a cet arsenal militaire qui assure sa sécurité, ils vont le faire chanter et ils vont lui dire que mais si vous ne faites pas ce que vous voulez, ces militaires-là, il y a un d'entre eux qui va sortir faire un coup d'État. Parce qu'ils ont travaillé le cerveau chez eux. Donc on fait pression sur le président, qui est obligé de faire tout ce qu'ils veulent. Les entreprises, tous les marchés, c'est eux. Ils intimident les peuples. Parce que tous les peuples ne sont pas comme les Maliens et les rebelles. Quand on dit qu'il y a une armée française, une base française qui est installée, donc tout le monde se dit attention, il ne faut pas faire des manifestations, on va vous tuer pour rien. Donc on étouffe indirectement les manifestations dans les peuples. On intimide l'élite politique dirigeante. Parce que tout le monde se dit, vous allez arriver au pouvoir, mais des militaires vont vous renverser. Et comme ça, on anesthésie toute la société. Nous, on lit tout ce qu'ils font. C'est à la lecture de tout ça et de l'histoire de notre pays qu'on a cherché à connaître. Parce qu'on a établi des preuves qu'il y a des débats au sein des institutions en France, l'Assemblée et le Parlement, où la décision a été prise de diviser le Mali. Moi, j'ai même fait un livre là-dessus que j'ai intitulé « La faillite de l'État malien ». Il y a les déclarations, qu'ils soient de gauche ou de droite, c'est la même chose. Diviser le Mali. Tout le reste, là, c'est des camisoles de force qu'on est venu mettre sur la tête des Africains. Les mouvements terroristes eux-mêmes, je vous l'ai dit l'autre jour, il y a des hauts dirigeants qui expliquent que c'est eux qui les ont créés dans les années 80. Ils ont fini avec, on les a amenés en Afrique. Chaque fois qu'on veut désorganiser un pays, on trouve un groupe ethnique, quelques leaders ambitieux, on leur dit, il faut chercher votre indépendance. Comme ça, tu vas être président, tu vas être ministre, tu vas être ceci. Et on les met en guerre et on soulève la guerre dans le pays. Mais même dans une famille, il y a des mécontents. Même un homme et sa femme, comme on dit chez nous, même la langue et les dents, ils se créent de temps en temps. À plus forte raison dans une société. Mais on trouve toujours des intellectuels ambitieux pour créer la fronde. Mais quand vous regardez pour le peuple en général, il n'y a rien. C'est pour une élite. C'est comme ça qu'on organise les soulèvements. C'est comme ça qu'on a fait au Mali. La plupart de ce qu'on appelle les rebelles avant, on a étudié. Mais c'est des mouvements terroristes dont le chef est protégé par eux. Ceux qui sont venus à la raison ont raconté. Ils ont eu des interviews qu'on les a réunis, on les a entretenus. On leur a dit, on va vous aider à diviser le Mali. Comme ça, on les a dans une main, on fait la pression sur le gouvernement. Et dans l'autre main, on leur fait des promesses.
Donc on les tire comme des marionnettes. S'ils ont leurs intérêts, ils les laissent tomber. Leur mouvement révolutionnaire, là, ils meurent. S'ils n'ont pas leurs intérêts, ils continuent de les utiliser pour faire pression sur le gouvernement en question, jusqu'à ce qu'ils cèdent. Tout le monde sait que le nord du Mali regorge de grandes ressources en eau. Pour l'eau, dans les années à venir, il va être aussi important, l'eau potable, aussi important que le pétrole et le gaz aujourd'hui. Tout le monde sait que le nord du Mali regorge de beaucoup de ressources. La preuve, c'est que pendant ces années, vous savez, il y a des bases où on exploite l'or. Des centaines et des milliers de gens viennent du Tchad, du Soudan. On exploite des milliers de tonnes d'or. On ne sait pas où ça va. Aucune route n'est construite au nord. Aucun puits. L'or va où? Nous savons où ça va. Récemment, dans un pays voisin, on a fait la perquisition chez un président dit démocratiquement élu. Mais on a trouvé que lui, ses enfants et sa femme, ils ont tous des passeports français. Donc c'est un Français qu'on a mis à la tête d'un pays africain et on dit qu'il est démocratiquement élu. Et la démocratie est devenue maintenant l'arme qu'on utilise chaque fois qu'on est contre quelqu'un. On dit qu'il n'est pas démocrate, on le renverse et on amène une marionnette à la tête des États. Mais dans un pays, si les gens veulent vivre sous la royauté, s'ils veulent vivre sous une république, s'ils veulent vivre sous des militaires, l'essentiel c'est que le peuple vive mieux. Un gouvernement est fait pour rendre le peuple un peu plus heureux. C'est ce qui détermine la légitimité d'un gouvernement, de mon point de vue. Chez nous, c'est la sécurité. Les Maliens mouraient par centaines. J'ai donné des exemples que je peux donner beaucoup. On vient, on rase un village entier. Les femmes, les enfants, on les tue tous. Même les femmes enceintes. Des sociétés entre eux. On sait que ce n'est pas des Maliens. Ou dans le désert, il n'y a pas d'usine pour produire du pétrole. Pour faire des motos. Des milliers de gens sont en moto. Ils ont du pétrole. Ils ont des armes. Dans les grands déserts. D'où est-ce qu'ils viennent? Mais nous savons, nous lisons l'histoire. Vous savez, pour la petite histoire, lorsque la force française qu'on appelle Serval s'est transformée en Barkhane en 2016, pour bien conscientiser leurs militaires, le chef d'état-major de l'armée française est venu faire une revue des troupes. Et il a été sur la principale base de Barkhane au Tchad, à Faye-Largeau. Quand il a fait la revue des troupes, il leur a dit ceci. Nous étions là il y a 100 ans. Nous sommes repartis d'ici il y a 60 ans. Nous sommes revenus maintenant, c'est pour 100 ans. Pour que les soldats comprennent bien pourquoi ils sont là. Cette histoire de libérer le Mali et le Sahel, ça c'est le discours. Vous voyez ce que dit le chef d'état-major français à leurs militaires. Pendant ce moment, on a des présidents démocratiquement élus avec leurs femmes, ils voyagent, ils vont à Paris, ils vont à Londres, ils vont à Washington, ils descendent des avions, ils ont des parfums, ils impressionnent les gens. Celui qui va les voir, on donne l'argent, on dit le président il est très généreux. Si vous voyez quelqu'un qui donne l'argent comme ça, c'est que ce n'est pas son salaire. Hein. Le salaire de quelqu'un, il ne va pas le donner. Donc l'argent qui doit servir à rendre les pauvres plus heureux, on le donne, on donne 10% à une petite élite qui corrompt tous ceux qui ont le verbe haut, qui peut parler, et l'aide de la population vit dans la misère. Bon, c'est ce que nous avons refusé, c'est tout. C'est tout ce que nous avons refusé. Et on a, petit à petit, on a démantelé, on a détricoté sous ce tricot malheureux qu'on a mis sur nos têtes. G5 Sahel, vous imaginez, c'est la Mauritanie, le Burkina, le Niger, le Tchad et le Mali. 5 pays. G5 Sahel a une réunion annuelle. Le Mali paye 400 millions de francs CFA par an comme cotisation. Le tour du Mali arrive. On dit que la réunion ne peut pas se tenir au Mali.
Parce qu'il y a un président extra-africain qui estime qu'à la tête du Mali, il y a un militaire dont on ne peut pas tenir des réunions là-bas. Mais nous avons donné une date. On a dit que si la réunion ne se tient pas, nous on sort de G5 Sahel. On en est sorti, il est mort de sa belle mort. Après, le Burkina et le Nigeria sont sortis. C'est fini, c'est disloqué. Après, on a dit qu'il y a G5 Sahel, on dit qu'il y a Takuba. Takuba, on se rend compte, parce que nous analysons, que Takuba, là, en termes locaux, en Amazit et en Sonraï, et nous on appelle le Tamashek, là. Mais ça veut dire le sabre, c'est pour diviser. Et on s'est rendu compte qu'en réalité, on voulait transformer une partie du Mali en zone d'entraînement de toutes les forces spéciales des pays européens. Mais les premiers qui sont venus, on leur a dit, mais qui vous a dit de venir ici? Ils disent que c'est un pays européen qui pense que l'Afrique c'est pour lui. Et puis que c'est l'ancien président qui a signé les papiers. On dit, mais l'ancien président, il est mort, il n'est plus là. Même s'il a signé les papiers, en Europe, quand vos parents vous invitent, après il faut le visa. Le gouvernement actuel vous demande comment vous êtes venu. Il n'y en a pas, mais on leur a dit de quitter notre pays. Ils ont voulu résister, on leur a dit de partir. Depuis qu'on les chassait, tous ceux qui avaient des demandes là, ils ne les ont plus envoyés. Certaines demandes sont dans nos tiroirs. Donc c'est une force maléfique qui était venue. Et dans cette zone, vous savez, quand l'armée veut aller, on dit non. Ça, c'est la zone d'entraînement nocturne de Takuba. Donc, il y a des parties du territoire malien où l'armée malienne ne peut plus aller. Parce qu'il y a des étrangers. Là, on l'a renvoyé. Et puis, on a passé à l'aménagement. Les papas de tout le monde. On les a démantelés. Et vous savez, les derniers jours pour quitter Kidal, on se donne rendez-vous le matin, en quelque sorte à 6 heures. On vient, on nous dit qu'ils sont partis. Que parce qu'ils sont en insécurité. Mais en réalité, ils ont transféré toutes les armes lourdes aux rebelles. Et on voulait nous bloquer. Heureusement qu'on a géré avec intelligence. Et Kidal est tombé dans l'escarcelle de l'État malien, le 24 novembre. Les chefs terroristes, là, ils ont fui après à l'extérieur. Dans un pays européen et après dans un pays africain voisin que nous connaissons. Nous ne les citons pas, mais nous les attendons des pieds fermes. Mais ça, c'est quoi ça? Voici la situation du Mali. Je vous explique ça, c'est pour que vous compreniez. Parce que ce qui se dit à l'extérieur et ce qui se fait, c'est totalement différent. Donc quand ils ont vu ça, ils sont allés voir des Africains pour tuer leurs frères. C'est-à-dire on voit des Africains qui décident que même les médicaments pour les malades et les enfants et les femmes dans les hôpitaux ne vont pas. Sans aucune loi. C'est interdit partout. Le fait du prince. Donc, celui qui est au pouvoir, il fait ce qu'il veut. Or, moi j'ai l'habitude de dire aux ministres ici, dans un pays, vous avez Dieu, vous avez le peuple et vous avez les lois. Après viennent les initiatives des dirigeants. Mais si vous faites ce que vous voulez, là, ça veut dire qu'il n'y a plus de loi, tout le monde est en insécurité. Jusqu'au jour où on vous fait tomber un autre pied. Et c'est ce qu'ils installent en Afrique. On amène toujours des dirigeants qui font ce qu'ils veulent. On tue des gens, il n'y a pas de problème, jusqu'au jour où les gens se révoltent contre lui. Et c'est le perpétuel recommencement. Ou bien quand on ne veut pas de lui, on dit dictateur, assassin, et tout le monde chante. J'ai donné souvent le cas de Mobutu dans les années 60, ceux qui sont un peu... C'était l'épicentre de la lutte contre le communisme. C'était leur principal outil. Quand ils n'avaient plus besoin de lui, ils ont commencé à dire que c'était un dictateur. Finalement, on l'a chassé, il allait mourir ailleurs. Ils font la même chose avec tout le monde. Tous ceux qui se mettent au service des pays étrangers contre sa nation, Dieu va toujours les punir, tôt ou tard. Nous, on a cette conviction. Donc, tout ce qui se passe au Mali, là, tout ce qu'on vous dit à l'extérieur, là,
c'est du mensonge. Et nous avons décidé de prendre notre destin en main. C'est tout notre problème. Et nous avons demandé aux frères africains, laissez-vous, vous avez vos intérêts que vous défendez, mais nous là, laissez-nous en paix. On ne se met des affaires de personne. Ne vous mêlez pas de nos affaires. Et les peuples, en réalité, ne sont pas d'accord avec ça. C'est les dirigeants. Moi, je prends le cas des Maliens. Les Maliens, vous savez, après le Mali, là où il y a le plus grand nombre, là, c'est en Côte d'Ivoire. Après, c'est en France. En France, en dehors des Marocains et des Algériens, bon, ça c'est des frères entre eux, je ne sais pas qui sont les plus nombreux. Les Marocains estiment qu'ils sont les plus nombreux, les Algériens aussi. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que l'Afrique du Sud, là, les plus nombreux, c'est les Maliens. Ces gens-là, leur apport dans notre économie, c'est plus que la fameuse aide au développement. Est-ce que vous pensez qu'un régime de gens normalement constitués, des patriotes, et nous considérons que c'est des patriotes qui sont à la tête du Mali, va ignorer les intérêts de ces Maliens-là? Il y a des régions entières chez nous qui vivent du soutien de ces Maliens qui sont en France. Ils travaillent en France, ils cotisent, ils vivent, ils ont double nationalité. Vous pensez qu'un gouvernement responsable va se mettre contre eux? Jamais. Mais majoritairement, ils sont tous d'accord avec nous. Donc moi, je dis souvent aux dirigeants français, nous ne sommes pas en guerre contre le peuple français. Nous sommes contre une certaine politique de certains dirigeants qui n'ont aucune connaissance de l'histoire. C'est ce que j'ai appelé les dirigeants avec la culture Wikipédia. C'est-à-dire ceux qui voient sur Internet, en dehors de ça, ils ne vont rien. Les anciens dirigeants français les ont dit, il se passait, comme le bouton nucléaire, il se passe un mot d'ordre. Ils disent les Soudanais, là, on les appelle les Maliens, on ne peut rien faire de grand, d'important et de durable en Afrique, contre ou sans le Mali, à cause de la qualité des dirigeants. Les Français se passaient ça comme un mot d'ordre, les dirigeants. Mais quand on a eu des présidents qui ne comprennent rien, qui croient que c'est les injures, les médias, les forces, ils sont passés à côté. Nous sommes un peuple réfractaire à la suggestion. Il y a des pays qui ont été colonisés au 19e siècle, en 6 mois, en 1 an. Chez nous, ils ont mis 38 ans de guerre pour aller de Caille en 1878 à Ndrambokan en 1916. 38 ans de guerre. Les 70 ans de la colonisation, il ne s'est jamais passé un moment où il n'y a pas de révolte de tous les groupes ethniques. Donc on n'est pas comme... C'est un peuple qui est réfractaire à la suggestion. Et puis tous les États africains, vous voyez là, l'épicentre, historiquement, c'était le même État. C'est le même État. On est venu nous mettre des frontières artificielles. C'est pourquoi j'ai dit aux gens que les dirigeants se fatiguent, ils vont mourir, partir. Mais les peuples là, on ne peut pas les diviser. Peut-être dans 20-30 ans, nous, on ne sera pas là. Mais les peuples de Sikasso, le sud du Mali, et de Côte d'Ivoire, le nord de la Côte, mais eux là, personne ne peut les diviser. La même chose avec les Sénégalais, avec les Guinéens, avec tous les autres. Donc les dirigeants se fatiguent. Et nous faisons une lecture historique de tous les actes que nous posons. C'est pour cela que nous donnons un aspect particulier à nos relations avec le Maroc, malgré que ce n'est pas un pays voisin. Beaucoup ne savent pas ce qui nous lie au Maroc. Ce qui nous lie au Maroc est plus important souvent que les contingences politiques. Quand tu battais à Tombouctou, l'esprit, moi j'ai lu les livres d'histoire, il y a des gens, à la veille de la colonisation, ils ont demandé à être rattachés au Maroc. On n'a même pas de frontières. Parce que dans leur esprit, il y a une partie de l'histoire qui est liée au Maroc. Et le roi du Maroc, s'il est féru d'histoire, parce que quand vous voulez diriger là, un pays, là, il faut connaître l'histoire. Parce que beaucoup ne comprennent pas la densité des relations entre le Maroc et le Mali. Ça ne vient pas du hasard. La Guinée, c'est la même. Quel que soit celui qui dirige là-bas. On a des dirigeants ici
qui ont dit à un moment le Mali et la Guinée, c'est deux poumons du même corps. Ces dirigeants qui ont dit ça, ils sont partis. Mais le peuple, on ne peut pas les diviser. Quand les gens ont monté le scénario pour nous isoler, ils ont allé tuer des Guinéens à la frontière, ils ont dit que c'est les services maliens. Les autorités guinéens n'ont même pas regardé. Mais ils ont fait la même chose à la frontière avec un autre pays. Les gens se sont levés, l'armée malienne est venue tuer nos citoyens, nous on n'est pas d'accord. Mais en réalité, on leur a montré que là où les gens sont morts, l'armée n'était même pas là-bas. C'était un montage. Où un ambassadeur qui réunit des représentants des petits groupes ethniques, qui leur dit attendez, attention, si les jours on va vous dire que les Russes sont venus au Mali, il faut vous révolter. Parce que dans la doctrine militaire des Russes, tout groupe qui détient les armes sans l'autorisation de l'État est un terroriste. Or, comme vos groupes ont des armes, il faut vous soulever. Sinon, dès qu'ils vont venir au Mali, on va tuer votre mouvement. Moi, j'ai convoqué l'ambassadeur ici. Il a dit de cesser de se livrer à des activités incompatibles avec sa mission officielle. Il a nié, comme toujours. J'ai dit au ministre des Affaires étrangères, vous le convoquez chez vous. Vous lui dites d'arrêter ces activités subversives contre notre État. Il va essayer de dire que c'est pas lui. Il faut lever la science. Il ne faut pas que ça déplaise 2 minutes. Il n'a qu'à les réfléchir. Nous, on a toutes les preuves. Ils invitent les gens à des déjeuners, à des dîners, à des soirées, à des petites patatas. Après, ça ne leur a pas suffi. C'est leur président qui s'est mis à attaquer notre président. Mais un pays où vous attaquez le président, vous aimez la subversion. Et vous ne pouvez pas être des amis. Nous, on lui a montré la porte, on l'a renvoyé de notre pays. On voit des gens, imaginez-vous une radio qui dit que l'armée malienne a tué des gens à frontière des pays voisins. Que les populations ont eu tellement peur qu'elles ont fui dans la forêt. Et le reste, l'armée les a tués. Et on dit que ces populations sont revenues, on a ouvert des tombes, et on a trouvé 2 nationalités d'un pays voisin. Mais est-ce que quelqu'un qui raisonne peut comprendre? Mais c'est fait de façon qu'on comprend. On téléphone à quelqu'un qui parle sur les radios, qui dit que lui, il est là, il a vu les cadavres qu'on a déterrés. On vient faire les consultations. C'est quelqu'un à qui on a téléphoné de l'extérieur, on lui a donné des crédits, on enregistre son message, et puis on le met pendant les informations. L'armée malienne est en train de tuer les citoyens des pays voisins pour révolter la population contre le Mali. On a fermé cette radio maléfique au Mali et cette télévision. Les gens n'en sont pas morts. Nous n'avons rien fait, rien au Mali, je le précise, qui n'est pas le résultat de l'échec de nos tentatives de s'entendre avec nos partenaires. Vous voyez, par exemple, nous avons ce qu'on appelle Diliman. C'est une base militaire financée par l'aménagement, construite par Barkhane dans le grand désert. Et s'il vous plaît, ils ont oublié, entre guillemets, de faire un forage. Donc nos soldats n'ont pas à boire. Le Mali n'a pas les moyens d'amener l'eau minérale tous les jours. Il n'a même pas d'avion pour ça. Personne ne nous a interdit d'avoir même des avions de transport. Donc nos soldats sortent, ils vont dans les hameaux voisins pour prendre de l'eau dans les puits. Donc les terroristes scrutent leur chemin. Un jour, ils tombent sur eux au puits. On les élimine tous. Ils mettent des bonbons d'explosifs dans les camions. Ils retournent au camp. Ils font exploser. La moitié des soldats meurent. Ceux qui ne sont pas morts font 7 heures de temps en train de demander des appuis à l'aménagement, à Barkhane, qui ont des avions, des hélicoptères. Ils disent non, qu'ils sont venus pour la paix, ils ne sont pas venus pour la bagarre. Tous les soldats meurent. On fait des fosses communes, on les enterre, on pleure. Le Mali ne peut pas appeler des lunettes de vision nocturne. Même les soldats morts, là, on ne peut pas transporter les corps dans les cimetières normaux. Parce qu'on a acheté un avion de transport. Il a été bloqué pour des raisons politiques.
On a tiré les leçons. On a commencé à chercher des solutions à nos problèmes. Il faut arrêter ces milliers de morts, des villages entiers sont détruits. On interdit à notre armée d'aller, on interdit d'acheter, on fait les formations. Ils disent qu'ils ne donnent pas d'armes létales. Les militaires maliens qui viennent avec leurs munitions. Et finalement, on a vu les Russes. Les Russes ont dit que leur problème, on n'a qu'à payer cash. Si on paye, ils donnent. Bon, on a commencé à regarder là où on donne les armes, là où on ne peut pas faire les pressions. Après, on se met à nous dire non, 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 vous ne devez pas vers la Russie, ce sont des diables. Mais ça, c'est quoi ça? Donc, on nous prenait comme des choses. On a commencé à acheter des hélicoptères, des avions, et aujourd'hui, il n'y a pas un coin sur le territoire malien où on ne peut pas aller. Tout le problème du Mali est venu. Ce que j'ai appelé à l'ONU, laissé en plein vol, laissé en plein vol, là, vous connaissez tous. En réalité, quand vous êtes dans un avion, vous êtes dans l'air. À un moment donné, quelqu'un ouvre la fenêtre et vous devez sortir. Mais c'est la trahison. On a des pays avec lesquels on a des accords militaires. On tue nos populations, on nous interdit de nous équiper. Maintenant, quand on fait ça, ils vont trouver des Africains qui se réunissent, qui disent que les Maliens ne doivent pas faire ça. Moi, j'ai dit aux représentants du ministère français des Affaires étrangères, vous vous trompez complètement du peuple. Les dirigeants du Mali, là, ce n'est pas ceux à qui vous êtes habitués, ce n'est pas des dirigeants démocratiquement élus, là, que vous manipulez comme vous voulez. Il n'y a pas de visa. Le président, là, il quitte la base militaire, il est dans ses bureaux. Moi, je n'ai pas besoin d'aller ailleurs. Nous, on est fait pour diriger le Mali. Pour faire avancer les choses, des problèmes des Maliens, et on les présente au président pour appréciation. Vous imaginez, ils ont interdit même les présidents et les ministres des Affaires étrangères qui voyagent. Mais même pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais Roosevelt, les Churchill, les Stalin, mais ils se réunissent pour parler. Mais on trouve des nègres de service qui interdisent même un voyage au président ou au ministre des Affaires étrangères. Des nègres de service qui prennent des décisions pour que les enfants et les femmes meurent dans les hôpitaux. On ne donne pas de médicaments. L'objectif, c'est de renverser le régime. Les Maliens ont dit non. Mais on n'a rien fait contre personne. Et maintenant, nous avons constitutionnalisé dans l'article 32 de notre nouvelle constitution. Tout pays qui se prétend être l'ami du Mali, il faut accepter que vous traitez avec un État souverain. Notre souveraineté n'est pas négociable. 2. Les choix de nos partenaires stratégiques, c'est nous qui les déterminons. Aucun autre pays ne peut venir nous dire si là peut être votre partenaire ou non. 3. Tous ceux qui sont investis des pouvoirs publics, tout acte qu'ils posent doit être lu à travers le prisme des intérêts supérieurs du peuple malien. Nous avons constitutionnalisé ces 3 principes. Parce que comme je vous ai dit avant, on ne peut rien faire. Vous imaginez un président français qui téléphone à notre président pour dire nous voulons que celui-là soit président, celui-là président de l'Assemblée nationale, celui-là premier ministre. Vous imaginez ça? Ou quand il y avait la crise au Niger, il y a un pays européen qui voulait intervenir dans la crise. Et le président français l'appelle, il dit attention, le Niger là, il ne faut pas parler avec lui. Le Niger c'est pour nous, ce n'est pas votre affaire. Et lui aussi il a arrêté. C'est en ce moment qu'on dit notre ambassadeur ne va pas quitter. Nous ne reconnaissons que Bazoum. Mais les relations internationales, c'est les États qu'on connaît, reconnaît, ce n'est pas des individus. Après cet échec, tous les bouleversements qu'il y a là, c'est des erreurs stratégiques. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne comprennent pas que le monde est en train de changer. Ils ont des cultures, comme je dis, culture Wikipédia là. On vient la force, les discours, on menace. Il y a des pays avec qui ça ne peut pas marcher. Et puis il faut avoir une lecture de l'histoire et de la nature des peuples. Moi, je vous ai fait tous ces développements pour que vous compreniez la situation au Mali. Il n'y a rien d'autre que ça.
Le reste, maintenant, on est en train de tout faire pour nous asphyxier. Nous savons, tout est fait, ou toutes les institutions financières ne donnaient pas un franc au Mali pour qu'ils aient des difficultés, que la population se révolte contre eux. C'est ce qui est en cours actuellement. On ferme tous les robinets au FMI, Banque mondiale. Le Mali demande un prêt, on dit non. La bourse financière, on demande 20 milliards, on donne 10 milliards pour la forme, petit à petit, pour que l'État s'asphyxie et qu'on change de dirigeant. C'est ce qui est en cours actuellement. Donc nous, notre travail, moi personnellement, ça fait 3, 4, 5 ans. J'ai travaillé à la conscientisation de la population, qui comprennent ce qui se joue aujourd'hui. C'est des choses, des pratiques qui ont duré. Et nous avons des présidents dont nous nous inspirons. Les conflits, vous savez, le premier conflit post-indépendance, c'est entre le Maroc et un pays voisin. C'est au Mali que la paix a été signée. Ça, c'est des présidents africains. Les conflits en Afrique, au Tchad, au Libéria, c'est des présidents maliens qui se sont investis pour les régler. Même s'il y a un président au nord qui mettait le feu, il a payé lui aussi après. Parce que toutes les rébellions au Mali, c'est un pays africain qui les finance. Nous avons aussi les preuves, mais il a mal fini aussi. Parce que tout dirigeant, tout pays, tous ceux qui se mettent contre le Mali pour y mettre le feu, ils finissent toujours mal, quel que soit le pays. La rébellion malienne, c'est un Africain qui a commencé parce qu'il avait beaucoup de pétrodollars. On a vu comment il a fini. Ils ont eu des nègres de service ici qui faisaient les négociations chez eux en pensant que c'est eux qui font pour conserver leur pouvoir. Parce qu'il y en a qui cherchent seulement à durer au pouvoir, ce n'est pas pour régler les problèmes. Ils ont mal fini. Et récemment, je vois ce qui nous faisait rire. Pendant qu'on affamait les Maliens et les Nigériens, je vois ces nègres de service qui vont en Russie pour demander de leur donner du blé, de leur donner des armes. Mais quand j'ai vu ce président, j'ai dit, mais lui là, il est comme un jouet dans les mains de certains. Ou un président qui vient, qui dit que lui ne peut pas faire des photos avec le président burkinabé, ou le président malien, que parce que c'est des militaires, des putschistes. 2 semaines après, je vois le même président, en veste, en pipao, qui fait des selfies avec un autre militaire, qui a fait aussi un coup d'État. Personne ne lui a dit de le faire, pour l'anoblir. Mais ça, c'est quoi ça? Et ça, c'est des dirigeants. Mais Dieu l'a sanctionné après, il a fui son pays. Parce qu'il avait son agenda, il y avait l'agenda de Dieu. Il y a l'agenda de Dieu qui va s'imposer à tous les dirigeants africains. Et les intérêts supérieurs des peuples. Les dirigeants, là, nous tous là, on est mortels, on est passagers. Mais les peuples là vont rester. Personne ne va nous diviser. Vraiment que les gens aient ça en tête. Nous avons une grande conscience historique de ce qui se passe chez nous. La Guinée, on ne peut pas nous séparer avec la Guinée. Il peut y avoir des dirigeants. Vous savez, quand il y a eu le Covid, quand ça a commencé en Guinée, toutes les frontières ont été fermées à la Guinée, mais le Mali n'a pas fermé les frontières. On ne le fera jamais. Quand on voulait nous étouffer, l'un des premiers pays qui nous ont tendu la main, c'est la Guinée. Leur orientation politique, c'est leur affaire interne. Nous ne nous mêlons pas des affaires des pays. Les Ivoiriens, j'ai dit, si nous et les dirigeants ivoiriens, on a des bagarres en tout ça, c'est notre affaire. Mais on ne va pas diviser les peuples là. Quand vous remontez dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, je vous ai dit, toutes les grandes décisions à caractère historique, portée historique là, c'est ici sur le territoire malien que les fondateurs de la Côte d'Ivoire étaient venus les prendre. Donc on ne peut pas. Les dirigeants ont beau jouer, ou bétéméo, comme on dit chez nous, ils vont passer. Au Burkina Faso, on avait un président, et même après, quand il est parti, les motos que les rebelles ont commandés contre le Mali, mais ils n'ont pas eu d'interlocuteur pour les retenir. Parce que lui, vous pensez qu'en faisant le jeu des Occidentaux, il va durer au pouvoir. Mais Dieu a fait que Dieu a son agenda, il est parti. Le Niger, c'était la même chose. On avait un président qui disait là-bas, attention,
Les rebelles sont plus forts que vos armées. En fait, il faisait la propagande. En période de guerre, un chef de guerre qui fait ça, il aide l'ennemi indirectement pour démoraliser leurs militaires. Ou les Burkinabés qui trouvent suivant leur propre génie, ils ont créé les VDP. Ils disent que c'est des milices. Mais je dis, mais c'est quoi ça? En Occident, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont fait ce qu'ils ont appelé les partisans. C'était aussi des milices. Mais ceux qui ont fait la guerre, lui, il vient saboter l'initiative des Burkinabés. Parce que c'est ce qu'on lui a dit de dire. Il sabote son armée. Mais Dieu l'a sanctionné. Donc vraiment qu'on laisse les Africains aller comme ils veulent. J'ai fait ce long développement pour que vous compreniez. Parce que vous êtes à un niveau de responsabilité où vous écoutez beaucoup de choses sur le Mali que vous ne comprenez pas. Les gens croient, comme cette radio maléfique là qui dit qu'on a enterré des gens, quelqu'un est venu l'ouvrir, ils ont trouvé des cadavres des citoyens d'un pays voisin, mais on les a renvoyés. En fait, on ne s'est pas levé du jour au lendemain pour les renvoyer. C'est parce qu'on a fait des mises en garde. Tous les actes que le gouvernement pose, c'est après 2-3 mises en garde. C'est après avoir collecté des preuves, appelé à la raison. Quand on ne nous a pas entendus, nous avons agi. Et quand nous avons agi, nous avons assumé. C'est tout. C'est pourquoi l'autre jour, quand j'ai vu tous ces pays africains venir ici, j'ai dit, venir au Mali aujourd'hui, c'est un acte de foi. C'est un acte de solidarité. Parce que tous ceux qui sont au sommet là, un jour ou l'autre, ils vont changer. Mais les peuples et la formation professionnelle, là, on ne va pas les changer. Et la formation professionnelle, c'est la base de la société. Comme je vous le disais hier, un président, il se lève, il a besoin d'une maison où il y a des bons carreaux, que ses robinets marchent, que tout se passe bien. S'il n'a pas ça là, mais il ne peut rien faire. Chez nous, on a remarqué quelque chose. Quand j'ai vu les scènes de l'autre jour, moi j'ai été émerveillé. J'ai demandé au ministre, moi je comprends maintenant. Pourquoi quand les Maliens participent aux concours internationaux, ils sont parmi les 4 premiers. Parce qu'on a un génie extraordinaire, mais que les dirigeants politiques ne connaissent pas. Et la formation professionnelle, de la même manière dont l'armée est une priorité pour nous, il faut qu'on en fasse une priorité. Donc, j'ai dit l'autre jour dans la... Je ne sais pas grandiloquent, en réalité, vous êtes en train d'écrire l'histoire. Parce que tous les changements auxquels on aspire là, si ce n'est pas parti de la base là, ça ne servira à rien. Nous, lorsqu'un de nos ministres nous a fait des comptes rendus, des succès des Maliens dans les grands concours internationaux, science tenante, la décision a été prise au niveau du gouvernement, sous la conduite du président, de créer une école de robotique et d'intelligence artificielle. Les mois qui suivent, on a posé la première pierre. La direction a été désignée. Je leur dis qu'il faut, au début là, ça va être dur, il n'y aura rien, mais il faut que dans 10, 15, 20 ans, quand nous qui avons pris la décision, là, on sera très loin. Il faut que les résultats sortent au Mali. Et je sais que les Maliens peuvent le faire. Mais il faut une autorité politique qui les mette dans les conditions. Les hommes d'affaires sont d'accord, j'ai vu leur discours, je sais leur comportement. Celui qui est à la tête du CNPM aujourd'hui, Mossadegh Bali, il a tout fait lui-même. Donc je sais que les questions de formation professionnelle, il y tient beaucoup. Mais il ne peut pas mettre leur argent dans des structures parasitaires. Formation professionnelle, chez nous on appelle FAFPA, APEJ, et quoi d'autre là, madame, il y a NPE, il y en a tellement. Mais les gens veulent savoir où va leur argent. Si les privés savent où va leur argent, mais qu'on ne crée pas une administration parasitaire, des cadres qui viennent s'enrichir, ils font des fausses formations bidons, on sort tout l'argent et il n'y a rien. Les privés ne vont pas accepter ça. Donc la première des choses, c'est d'auditer toutes ces structures-là, chez qui ça existe, de mettre un cadre politique pour que ça soit clair que l'argent, les subventions de l'État, les apports des privés
vont aller là-bas. Et ils font le soubassement de l'économie de la nation. Les pays qui se développent là, ils travaillent sur tous les schémas. Il faut le soubassement de la nation et l'élite. Les Marocains regardent leur façon de faire. Moi, j'ai regardé des films récemment, les grandes écoles techniques supérieures de haute technologie, de grandes études. Mais les Marocains sortent là-bas les premiers. Mais la formation professionnelle, ils ne la négligent pas. Parce que si vous oubliez la formation professionnelle, vous ne pouvez pas construire votre pays. Donc tous les discours que nous tenons là, les politiques là, ça repose sur deux choses là. Vous avez une armée solide, vous avez une économie solide. L'économie solide, c'est une formation professionnelle solide. Un pays où on ne peut même pas faire un robinet, on ne peut même pas ouvrir un robinet sans demander à un expatrié. Mais tu es président de rien du tout. Tu vas porter tes vestes, président, mais en réalité, il n'y a rien. Tu viens chez toi à la maison, vos robinets coulent, la toilette est gâtée, vous ne pouvez pas réparer. Et ta présence là, c'est quoi? Moi, j'ai dit l'autre, ça vous a fait rire. Il y a fouille, il n'y a rien en réalité. Donc, on a l'impression que chez nous, tout est l'armée, les grands diplômes, mais la vérité, politiquement, si on veut faire avancer le pays, c'est que la formation professionnelle devienne une priorité comme la sécurité chez nous. Donc, je voulais vous dire que vraiment, il est important que le travail que vous faites, en tout cas, moi, j'ai donné l'engagement au ministre, parce que j'ai été émerveillé par ce que j'ai vu, d'élaborer une stratégie nationale. On va l'appuyer auprès des hautes autorités pour qu'on mette la formation professionnelle à un niveau de capacité de financement de ces activités et de transparence, parce que ça, c'est nécessaire. Un niveau de priorité comme pour la sécurité. Si on résout ces deux problèmes-là, moi je sais que les Maliens ont beaucoup d'initiatives privées. Et le privé malien va s'engager. Parce que c'est dans l'ADN des Maliens, depuis plus de 1000 ans, c'est des grands hommes d'affaires. Donc je voulais vraiment vous encourager, vous dire que vous avez posé quelque chose. En tout cas, moi j'ai été émerveillé l'autre jour par les stands. Je le savais avant, mais c'est toujours bien que les dirigeants politiques voient. L'engagement que j'ai pris auprès d'elle de la soutenir, c'est vrai, c'est parce qu'elle est du gouvernement, mais j'ai vu aussi des choses concrètes. Donc notre école de robotique, là, j'ai même dit au ministre de l'enseignement supérieur, quand j'ai regardé votre travail, de travailler en étroite collaboration avec madame le ministre de la formation professionnelle, pour que notre pays puisse sortir de tout ça. Dans quelques années, comme j'ai dit, quand nous on sera très loin, que nos enfants ou nos petits-enfants puissent trouver un pays plus prospère. Voilà ce que je voulais vous dire. Vous remercier encore et vous dire que votre solidarité, ça nous a fait chaud au cœur. Que notre frère ivoirien là, vous transmettez à nos parents là-bas. Nous là, nous les dirigeants là, on va partir dans quelques années. Mais on ne peut pas vous séparer. Hein. On ne peut pas vous séparer. Donc il n'y a rien entre nos peuples. Et dans l'ADN du Malien, nous sommes amis à tout le monde. Nous sommes un peuple de migrants. On ne va jamais trouver des notions étrangères, on n'est pas d'accord. Ça n'existe pas chez nous. C'est ça que je voulais vous dire. Et merci et transmettez à vos autorités politiques chacun qu'on a beaucoup apprécié votre présence ici. Et travaillez aussi qui est la suite. Que les bases restent ensemble. Les techniciens, laissez les politiciens là se créer en haut. On va quitter le pouvoir et un autre va venir, mais de toutes les façons, le pays a besoin d'avancer sur vos travaux. En tout cas, je vous remercie. J'ai pris trop de temps pour vous expliquer, parce que j'ai fait une longue histoire, parce que chaque fois que des délégations viennent ici, j'ai eu affaire avec les gens de l'ONU. Il y en a qui ont eu des sueurs froides ici. Parce que tout ce qu'ils apprennent au niveau de l'ONU, ce qui se fait au Mali, c'est différent. Donc j'ai fait un long développement pour vous entretenir de ce qui se passe chez nous et parler un peu de votre formation. Je ne voulais pas une audience formelle, on fait des amabilités puis on se lève. C'est à ça que les gens étaient habitués. Moi, ce n'est pas ma méthode de travail. Je vous remercie beaucoup, la séance est levée.